Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La mensualisation avec l'examen du rapport des 4 sages et les problèmes universitaires, ce sont les deux têtes de chapitre du Conseil des ministres qui s'est ouvert ce matin à l'Élysée. Mensualisation, les sages proposent que les négociations se déroulent en 2 temps. D'abord, au niveau des branches d'activité, ensuite à l'intérieur des entreprises. Université, à Nanterre, après la réouverture hier de la faculté des lettres, le conseil de gestion de la faculté de droit doit se prononcer aujourd'hui sur les moyens de maintenir l'ordre et sur la réouverture des locaux. À noter que cet après-midi, la réorganisation du ministère de l'Éducation nationale et probablement le malaise universitaire seront évoqués par le ministre, M. Olivier Guichard, qui doit tenir une conférence de presse. Après la révolte des routiers qui ont provoqué 2 embouteillages hier en fin d'après-midi et cette nuit, la circulation est maintenant rétablie sur l'autoroute A6 entre Villefranche et Anse, mais le problème n'est pas pour autant résolu. Les routiers en colère. L'interdiction des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la nationale 6 est à l'origine du conflit qui oppose depuis le 2 décembre 1969 les routiers et les municipalités d'Anse et de Villefranche. La route est à tout le monde, on n'a pas à nous imposer un itinéraire à péage. Voilà ce que déclarent les routiers qui ont manifesté leur mauvaise humeur en bloquant hier, ils étaient plusieurs milliers, la circulation sur la nationale 6 à Anse et l'autoroute A6 à Villefranche. Cette circulation devait être rétablie ce matin très tôt à 3 heures. L'arrêté préfectoral interdisant la traversée d'Anse et de Villefranche entre 22 heures et 6 heures du matin était donc suspendu. Les négociations actuelles portent sur une éventuelle diminution du péage qui serait ramené de 8 à 4 francs. Pour leur 5e tir, les techniciens du CNES, le Centre national d'études spatiales, ont enregistré un 5e succès. Diamant B, vous le savez, a mis sur orbite le satellite allemand Dial, et François de Closet, on peut dire que le Centre spatial guyanais de Kourou a réussi son examen de passage. Oui, il s'agissait, avec cette expérience, de mettre en œuvre pour la première fois tout un ensemble de moyens. Pas seulement la fusée Diamant B, mais aussi le centre spatial de Guyane, qui n'avait jamais été utilisé pour une satellisation, et puis tout le réseau de poursuite. Et tout cela marche bien. Et c'est important parce que, bien sûr, Diamant B, c'est une petite fusée. La charge utile en orbite dépasse guère 100 kg. Mais il faut se dire que même dans l'avenir, en dépit des grosses fusées, on continuera à faire des expériences scientifiques avec des petits satellites. Alors, la suite du programme, cette année, 2 autres fusées Diamant B vont encore être tirées pour lancer les satellites français, cette fois, Péole et D2. Et puis, pour la suite, ça dépend en grande partie de l'Europe, de l'accord avec les partenaires européens, et cela, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Mais maintenant, si vous voulez, nous allons voir ensemble le héros de l'expérience, désormais, puisque Diamant B a fait son travail, c'est le satellite construit par les Allemands, le satellite Dial, et ici nous voyons la partie scientifique de ce satellite, c'est la partie VICA. VICA est un satellite relativement simple, vous voyez, il n'a pas de cellules solaires et sa durée de vie n'excède pas 1 mois. Pourtant, c'est déjà une expérience scientifique intéressante sur l'environnement de l'espace terrestre, en particulier sur l'étude de l'hydrogène. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est presque le vide, mais enfin il y a des molécules d'hydrogène et ce satellite va les étudier. Et puis c'est surtout une préfiguration de la grande coopération spatiale franco-allemande qui se poursuivra avec le programme de satellites de télécommunications Symphonie. Et en fait, il y a 2 expériences sur VICA. Il y a l'expérience des Allemands pour l'étude de l'hydrogène, et puis les Français vont suivre pendant 1 mois l'évolution de cette trajectoire, et en observant cette transformation de l'orbite de ce satellite, ils vont déduire des informations sur la forme de la Terre, car le gros intérêt de ce satellite, c'est que c'est le premier qui soit lancé sur une orbite équatoriale. Donc, en somme, 2 expériences à suivre au cours du mois à venir. Eh bien, nous faisons confiance pour les suivre pour nous. J'ai une invitée à Télémidi. C'est une invitée qui ne parle pas, mais qui peut faire beaucoup de bruit. Regardez, c'est la Citroën Maserati. Et on peut dire qu'avec cette Citroën Maserati, la France a désormais sa voiture de luxe. Vous voyez ici la portière qui s'ouvre. Vous avez percevé peut-être un volant plus un changement de vitesse. Eh bien, cette Citroën Maserati a été présentée hier à Genève. Claude Manuel.
Genève, c'est en effet le véritable coup d'envoi de l'année automobile. C'est surtout un marché neutre et international que se disputent 950 constructeurs. Cette année, il y avait une grosse vedette. Luxe, prestige, ses initiales SM, nom Citroën, 220 km/h, moteur Maserati, résultat concret de l'accord entre les deux. Une voiture de compétition, ni même une voiture de sport, mais une voiture de grand tourisme. C'est-à-dire, quelle définition en donnez-vous? Eh bien, nous avons recherché une voiture qui concilie à la fois sécurité et confort d'une part et haute performance. C'est ce qui symbolise les deux mots de Citroën Maserati. Comment peut-on faire la part des responsabilités entre précisément ces deux firmes? C'est extrêmement simple. La voiture a été conçue et réalisée par Citroën. Le moteur, précisément, est de Maserati, de moteur seul. La SM est une voiture qui est un coupé, 2 portes, 4 places, traction avant, suspension hydropneumatique. Au-delà de tout ce qui contribue à la sécurité que j'appellerais passive de la voiture, il faut mettre l'accent sur la sécurité active. C'est-à-dire? La sécurité active, c'est d'abord la traction avant. Le fait d'avoir une traction avant, que ce soit à 120 ou à 220 km/h, donne plus de sécurité à la voiture, c'est une certitude. Par parenthèse, c'est la traction avant la plus rapide du monde. Je le pense, en effet. Par ailleurs, nous avons toujours retenu la suspension hydropneumatique. La suspension hydropneumatique donne à cette voiture une stabilité, un accrochage imperturbable sur la route qui nous paraît être un facteur essentiel de sécurité active. La direction, effectivement, est sans doute l'aspect le plus nouveau par rapport à l'ADS. C'est ce que nous appelons une direction à rappel asservi. Sa caractéristique, en effet, est de donner une résistance inégale, une dureté, une fermeté inégale selon la vitesse. Lorsqu'on lâche le volant après avoir tourné, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, si l'on a les roues braquées, elles se remettent effectivement en ligne droite, sans effort et sans intervention du conducteur. Il y a en France, pour ce genre de voiture, qui sera commercialisée aux environs de 40 000 francs, ce qui donne une somme importante, il y a en France, pour des voitures chères et de haute performance, une véritable clientèle, à votre avis? Nous le pensons en effet, en France et sur les principaux marchés européens. Est-ce que vous avez voulu renouer avec une tradition de la voiture de luxe? Plus précisément, avec la tradition de la voiture de grand tourisme, c'est une tradition française qui a été longtemps oubliée et qu'il nous paraît maintenant sage et utile de faire renaître maintenant en France. Ce matin, les syndicats de la RATP se rencontrent pour discuter des propositions de la direction, 6,5% d'augmentation. Une rencontre direction-syndicat est prévue pour la fin de la semaine. À noter qu'à Versailles, 3 militants gauchistes seront jugés cet après-midi pour avoir manifesté contre la hausse des tarifs de la RATP. Cet après-midi, à l'hôtel Matignon, M. Chaban-Delmas, Premier ministre, recevra les présidents des chambres d'agriculture. On parlera très certainement des contrats de progrès destinés à garantir l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs. Enfin, dimanche prochain, vous le savez, aura lieu le deuxième tour des cantonales dans 649 cantons de la métropole et 11 cantons des départements d'outre-mer. Le jeu des désistements et des retraits est terminé depuis hier soir et dans la plupart de ces cantons, on assistera à un duel entre la majorité et l'opposition. 2 ambassades ont été mises à sac ce matin à Phnom Penh, au Cambodge, celle de la République du Nord-Vietnam et celle du gouvernement révolutionnaire provisoire, autrement dit le Viet Cong. Le chef du gouvernement cambodgien, le prince Norodom Sihanouk, est actuellement à Paris et quelques heures avant ces événements, il évoquait les problèmes que pose à l'opinion publique cambodgienne. Notre pays est un îlot. Un îlot parce que nous sommes unis alors que les voisins sont divisés, malheureusement pour eux. Et nous savons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est rester nous-mêmes, c'est-à-dire ne faisant partie ni du monde libre, ni du camp socialiste. Nous ne sommes ni pro-américains, ni pro-Vietminh, Vietcong. Et nous sommes décidés à défendre ensemble, nous, les 7 millions de Cambodgiens, notre liberté, notre régime national et notre intégralité territoriale. La province de Soi Riêng est très sensible aux actions que pourraient mener nos voisins vietnamiens, qu'ils soient de droite ou de gauche, et qui atteignent le Cambodge, parce que c'est une province frontalière qui connaît plus que les autres provinces les actes qui a connu et qui continue à connaître les éclaboussures de cette guerre du Vietnam. Et
israélien a fait des manifestations contre les Américains, les bombardements des Américains, les agressions aériennes des Américains. Parce que nous sommes neutres et nous protestons contre tous ceux qui nous attaquent injustement, parce que nous voulons vivre en paix, en amitié avec tout le monde, et nous ne comprenons pas. Parce que leur guerre, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Nous ne comprenons pas qu'ils viennent, qu'ils essayent de nous entraîner dans cette guerre. C'est pourquoi, n'est-ce pas, quand ils ne respectent pas notre neutralité ou notre souveraineté territoriale et autres, n'est-ce pas, nous protestons. Alors notre peuple a protesté contre le Vietnam. Cela ne veut pas dire que nous évoluons vers le monde libre. Nous restons neutres et nous protestons contre tous ceux qui se conduisent mal à notre égard. Oui, le conflit vietnamien pose beaucoup de problèmes à l'opinion publique cambodgienne, c'est ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure. Cela dit, le prince Norodom Sihanouk, après son séjour à Paris, va se rendre en Chine populaire et en Union soviétique. Le trafic ferroviaire est interrompu sur la ligne Paris-Strasbourg. 2 trains sont entrés ce matin en collision en gare de Château-Thierry. Il n'y a absolument aucune victime, mais les dégâts matériels sont très importants. Près de Cholet, c'est un car de ramassage scolaire qui a été accidenté. Malheureusement, cet accident a fait 1 mort et une vingtaine de blessés. Le bilan est lourd. Une jeune fille de 18 ans a été tuée sur le coup et 22 blessés. Seuls 3 enfants sont indemnes. Il était 17h30 lorsque le car quittait Cholet en direction de Montfaucon. C'est à 3 km de la Romagne, sur la petite route proche de Rousset, que le car croisa dans le haut d'une côte une autre voiture. La route étant étroite, le chauffeur donna un coup de volant à droite. Son véhicule, montant alors sur le bas-côté, percuta un panneau de signalisation. Le car, ainsi déséquilibré, traversa alors la route et, après avoir labouré le côté gauche, bascula dans le vide en piquant du nez pour s'immobiliser finalement en contrebas. Le chauffeur est grièvement blessé. Le mauvais temps continue à sévir sur l'Alsace. Il y a encore de la neige et cela n'a pas empêché la première cigogne de faire sa réapparition à Meyenheim dans le Haut-Rhin. Et nous allons nous rendre maintenant dans le sud de la France, à Porquerolles. Porquerolles est une île qui doit attirer beaucoup de gens qui aiment le soleil et les vacances et la mer. Eh bien, Porquerolles est le théâtre d'une petite guerre. Cette île va-t-elle devenir un parc national? Eh bien, c'est un reportage de notre station régionale de Marseille. 7 km de long, 2 de large, une île tropicale avec des forêts d'eucalyptus, de pins, de chênes-lièges, toutes les fleurs du monde, dit-on. Mais nous sommes en Méditerranée, à quelques kilomètres de Hyères et de la presqu'île de Gien, à côté de Porquerolles et de l'île du Levant. 360 habitants, mais l'île n'appartient qu'à un très petit nombre de propriétaires ou à l'État. La spéculation n'y a pas encore joué, malgré de magnifiques plages de sable et un port de plaisance tout neuf. Voilà pourquoi le gouvernement a d'abord classé le site avant de parler de parc national. Eh bien, la réaction de tous les Porquerolais, c'est-à-dire que nous nous élevons contre ce projet, pour la bonne raison que jusqu'à maintenant on n'a absolument rien fait pour les Porquerolais, on ne s'est pas intéressé à leurs questions. Et si on fait un parc national, on va bloquer toutes les constructions. Je parle strictement que des sédentaires, qui cherchent par tous les moyens et depuis quelques années déjà à se reloger. Ils vivent dans des taudis et on n'a absolument rien fait pour eux dans ce domaine-là. Dans l'ensemble, la population est nettement hostile à l'idée du parc national. Pour une raison très simple, c'est que d'abord nous ne savons pas ce que cette idée recouvre. Nous avons le témoignage de Porquerolles, qui est déjà un parc national, et ça ne nous emballe pas, ce n'est pas emballant. Alors d'autre part, évidemment, nous voyons beaucoup de gardes qui vont s'amener ici avec la musette bourrée d'interdits, de tabous. Et dans ces conditions, notre liberté est mise un peu en sommeil. Nous avons notre mot à dire, ce n'est pas certain. Moi, j'ai bel et bien l'impression qu'on est venu ici à Porquerolles, on a répertorié les sites. Comme il s'agit d'un parc national, on a songé sans doute un peu à la vie animale, aux poissons, aux animaux qui sont sur l'île. On ne s'est certainement pas soucié des hommes. L'aumônier de l'île résume le point de vue des Porquerolais. Pour l'instant, il n'y a qu'une certitude, l'arrêté classant Porquerolles site pittoresque vient d'être déclaré légal. Ceux qui vont vouloir y construire devront respecter le site et il y a déjà des projets, tels celui de la Chambre de commerce du Var. Ce que je puis dire, c'est que depuis longtemps, nous nous intéressons à Porquerolles et en particulier à son port, et qu'il ne me semble pas
qu'il soit question de classer Porquerolles en parc national. Je crois simplement qu'on veut éviter à Porquerolles, qui est un site privilégié, d'établir un état anarchique et de construction qui serait préjudiciable à l'île. Nous sommes en train de prévoir un projet d'installation de studios et de petits immeubles sur le port même de Porquerolles, sur les terrains qui nous sont concédés. Et ces constructions étant d'ailleurs s'intégrant parfaitement au paysage et étant de nature, au contraire, d'embellir le village. Et je crois que ce projet est très bien vu des habitants de l'île. Ce projet sera-t-il accepté par les autorités? Le gouvernement s'en tiendra-t-il au contraire à l'idée d'un parc national qui bloquerait, comme à Porquerolles toute proche, toute construction? En réalité, le gouvernement semble plutôt chercher une formule qui lui permettrait de racheter peu à peu les terres de Porquerolles à leurs différents propriétaires afin de sauvegarder définitivement Porquerolles, l'une des 3 îles d'or. Une autre île fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Il s'agit de l'île aux chiens qui se trouve en Angleterre. En se proclamant république indépendante lundi, l'île aux chiens que la Tamise berce entre ses bras n'a pas voulu se couper du monde. Ses habitants ont tenu à manifester ainsi leur mauvaise humeur. Rien n'est fait, disent-ils, pour améliorer notre sort. Les transports publics sont insuffisants et il n'y a pas assez d'écoles. Donnons-nous un président de la République et il arrangera tout. Dans son HLM présidentiel, le président de la République, M. Ted Jones, a pour le moment un problème plus urgent à résoudre. Il lui faut remplir les caisses de l'État. J'ai un couple de shillings dans ma poche, dit-il. Vous savez, il faut regarder les choses en face. Je pense que nous pouvons aller de l'avant. Nous n'avons pas d'appui financier massif et nous ne recherchons pas un tel appui. Ce que nous recherchons, c'est la possibilité pour les gens ordinaires, pour les petites gens, de se mettre debout dans un endroit comme l'île aux chiens et de dire aux autorités, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, eh bien c'est ce que pensent également bon nombre d'habitants qui s'élèvent avec indignation contre la proclamation de l'indépendance. Cette décision ne reflète pas la volonté des 11 000 habitants de l'île, disent-ils. La République est en réalité la dictature. Ne nous laissons pas mettre sous clé par Ted Jones. Donc, la révolte gronde dans l'île aux chiens. Et parmi les contestataires, les femmes ne sont pas les moins acharnées. Nous n'avons même pas été consultés avant la proclamation de l'indépendance, disent-elles, mais le reproche principal fait à M. Ted Jones est formulé par une jeune femme que vous allez voir et qui n'hésite pas à lancer un défi au président de la République qu'elle refuse de reconnaître. À cause de lui, dit-elle, nous sommes devenus la risée de l'Angleterre. S'il est si courageux, pourquoi ne vient-il pas nous regarder en face? C'est un fiefé poltron de ne pas descendre de là-haut. Et oui, le président est enfermé dans son HLM présidentiel. Michel Drucker, je crois que nous allons parler de sport maintenant et que la 3e étape de Paris-Nice est partie depuis 2 heures à peu près. C'est ça, à peu près. C'était la 3e étape. Paris-Nice, elle conduit les coureurs de Autun à Saint-Étienne, une étape longue de 196 km et le départ a été donné à 110 coureurs, aux 110 coureurs qui restent en course, à 11h15, soit une demi-heure avant l'horaire prévu. En effet, les organisateurs avaient peur de trouver encore de la neige et du verglas sur la route aujourd'hui et ils avaient prévu cet horaire pour éventuellement changer le parcours. Ils n'auront pas à le faire, car si les coureurs vont encore rouler par un froid très vif cet après-midi, ils auront la satisfaction de rouler sur des routes sèches, car la météo ne prévoit ni pluie ni neige. Si l'horaire a été respecté, les coureurs doivent se trouver aux environs de Digoin, après 65 km de course. Je vous rappelle que le maillot blanc, le maillot de leader, car c'est un maillot blanc pour Paris-Nice, repose sur les épaules du Danois Ole Ritter, qui, vous l'avez vu hier, a remporté brillamment la 2e étape. Cet après-midi, reportage en direct de nos envoyés spéciaux depuis Saint-Étienne, à partir de 16h15, 16h30, sur la première chaîne. Boxe, hier soir à Toulouse, Pierre Migné, le champion de France de la catégorie des mi-lourds, a conservé son titre en battant au point Cosimo Bruno. Nous allons voir d'ailleurs des images de ce combat, car nos camarades de la station de Toulouse se trouvaient hier au pied du ring, et c'est Jean-Paul Terré qui nous commande ces images. Championnat de France des poids mi-lourds hier soir au Palais des Sports de Toulouse. Le tenant du titre, Pierre Migné, 79 kg 500, culotte à bande claire, le plus petit des deux,
met sa couronne en jeu devant le grand Lyonnais Cosimo Bruno, 79 kg 650. Rencontre en 15 reprises, l'une des dernières sur cette distance. Ce fut un match très clair, de bout en bout. Bruno, garde basse, décontracté, très américain de style, essayant de profiter de son allonge supérieure. Migné, plus ramassé, garde serré, remettant bien en contre et marquant des points du gauche à mi-distance. Au cours des 9 premiers rounds, Migné, appliquant les consignes de son manager Sonneville, laissait jouer à Bruno son rôle de challenger et travaillait son adversaire au corps, un travail qui allait se révéler payant. À la 10e reprise, comme il l'avait prévu, Migné attaquait sérieusement, Bruno répliquait bien, il gagnait même la 11e reprise, les échanges devenaient très durs. Mais dès la 12e reprise, le champion de France prenait nettement l'avantage, Bruno accusait la fatigue malgré de très vives réactions. Et au dernier round, le Lyonnais dut s'accrocher pour terminer le combat devant un adversaire encore remarquable de fraîcheur. Migné conserve donc son titre des mi-lourds de façon indiscutable. Sa prochaine étape, le championnat d'Europe contre l'Italien Del Papa. Natation, ce n'est peut-être pas un sport de saison, mais vous savez que pour les nageurs de compétition, comme pour les skieurs d'ailleurs, il n'y a pas de saison. Il faut s'entraîner toute l'année si l'on veut se maintenir au meilleur niveau international. C'est le cas d'Alain Mosconi, qui, vous le savez, est aux États-Unis, à l'université de Los Angeles en Californie, où sous la férule de Peter Dallen, il s'entraîne en compagnie des meilleurs nageurs américains, qui sont d'ailleurs les meilleurs nageurs du monde. Il paraît que Mosconi a perdu 6 kilos et qu'il a nagé 700 km depuis qu'il est là-bas, c'est-à-dire depuis 3 mois. C'est ce qui va sans doute inciter Michel Rousseau à aller lui aussi aux États-Unis. Il a annoncé hier, le voici Rousseau, qu'il allait participer en effet au championnat d'hiver des États-Unis à Cincinnati, où il aura lui aussi l'occasion de nager avec les Américains et de situer sa valeur sur le plan international après une très longue absence due à une jaunisse tenace. Sport automobile. Récemment ont eu lieu au Mans les éliminatoires d'une épreuve bien connue des jeunes qui s'intéressent à l'automobile, la Coupe Erwitt Gordini, une épreuve qui révèle chaque année de jeunes talents. Voici des images de cette épreuve qui ont été filmées sur le circuit du Mans par nos camarades de la station du Mans et qui sont commentées par Jean-Charles Deniau. Il aura fallu 4 jours et 15 séries de 20 voitures pour sélectionner les 60 candidats appelés à disputer la Coupe Erwitt Gordini 1960. Il y avait en effet cette année 274 inscrits à cette épreuve qui se déroulait sur le circuit Bugatti du Mans. Au terme de 45 minutes d'essai libre, c'est-à-dire de vérification et de mise au point, il prenait la piste pour un parcours chronométré de 50 minutes. Le temps de passage était relevé à chaque tour et on ne tenait compte que des 5 meilleurs pour le classement final. Les conditions atmosphériques devaient être très changeantes durant ces 4 jours. En effet, les premiers concurrents ont tourné sous la pluie, parfois même sous la neige, tandis que ceux d'hier ont bénéficié d'une route très sèche. Pour ne léser aucun candidat, il avait donc été institué par les organisateurs un coefficient de correction qui aura permis à certains concurrents ayant roulé sous la pluie ou la neige de voir leur temps réel diminuer de 20 à 40 secondes. La justice était donc respectée. Dans l'ensemble, les épreuves se sont bien déroulées et l'on a constaté que la coupe captivait de plus en plus les jeunes, dont 85% étaient des novices. On comprendra d'ailleurs que les conditions atmosphériques aient singulièrement compliqué la tâche de ces pilotes. Ceci explique aussi que le niveau moyen des performances se situe en dessous de celui réalisé l'an dernier. On a remarqué également l'effort sérieux fourni par les participants quant à la préparation des véhicules et à la discipline en cours d'épreuve. Si l'on a assisté à quelques tonneaux ou tête à queue spectaculaires, c'était sans gravité pour les pilotes dont la faute de conduite n'avait pas pardonné. Les meilleurs temps ont été réalisés par José Lavictoire de Louvciennes devant Coche de Villeurbanne, Lafec de Fontainebleau et Manche de Saint-Cloud. Les Swelands sélectionnés disputeront chacun 2 épreuves. Les 40 meilleurs participeront à une douzaine de courses. À l'issue de celle-ci, 25 seront sélectionnés pour participer à la finale qui se déroulera en octobre au Mans. Et souhaitons que cette finale soit aussi spectaculaire que ce que nous venons de voir. Jacqueline Alexandre, nous n'allons pas parler de sport, mais nous allons parler d'une sélection. Effectivement, il s'agit d'une sélection pour jouer une comédie. Être l'autre, disait la grande comédienne Sylvie, qui a disparu il y a quelque temps, c'est ma vie. Eh bien, cette chance a été donnée à de jeunes artistes en herbe qui chacune pensait être l'héroïne recherchée. Christiane Delacroix les a rencontrées. Elles ont entre 18 et 22 ans.
Comédiennes ou apprenties comédiennes, elles ont toutes ce feu sacré qui leur fait croire en leur étoile. Elles pensent que la chance les attend à chaque audition, ce qui prouve qu'en 1970, on peut être réaliste et garder une part de rêve et d'illusion. Elles se sont présentées devant un jury pour être l'héroïne de Chère Élise, le roman de Gioia Celli qui doit être porté à l'écran. Vous souhaiteriez être Élise? Ah oui, ça me ferait très plaisir. Vous pensez que vous correspondez au personnage? Je ne sais pas du tout. Vous connaissez le personnage d'Élise? Oui, je connais. Vous pensez vous identifier à elle? Je ne sais pas du tout, enfin, j'espère y ressembler, mais vous savez, pas beaucoup de chance. Ce personnage me plaît beaucoup. Ce personnage à la fois tendre d'un certain côté et orgueilleux de l'autre, volontaire, je crois que je peux l'incarner. Sylvie Lafontaine, vous pensez vraiment être le personnage? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une petite jeune femme idéaliste, farouche. Il est très agréable de se retrouver dans sa personnalité. Et puis, comme toutes les comédiennes qui postulent pour ce rôle et qui ont lu le livre, j'ai essayé de me retrouver physiquement et sentimentalement. Vous pensez être le personnage d'Élise? Je pense, d'après ce qu'on m'en a dit, oui. Oui. Comment est-elle, d'après vous? Romantique, mais tout en ayant beaucoup de caractère, je crois. Vous avez déjà battu un record puisque vous avez déjà à votre actif 30 films. Oui, c'est ça. Lesquels? Les risques du métier avec Jacques Brel, les aventures de Polly qui sont passées à la télévision, et puis en ce moment, le feuilleton Vie de la vie. Être artiste, cela représente quoi pour vous? Ça représente différentes choses. Ce qui est merveilleux, je crois, c'est pouvoir s'exprimer dans un personnage qui vous plaît, pouvoir exprimer toute sa personne entière dans ce personnage, sortir de sa propre peau pour se mettre dans la peau de ce personnage. Choix délicat. Celle-ci a du caractère, le jury lui en trouvera trop et l'éliminera. Il votera pour une grande fille toute simple, nommée Agnès Petit. Nous la verrons tout à l'heure. Française de nationalité mais d'origine brésilienne et que j'ai joué au Brésil. Marcel Dévaux, vous étiez d'accord? Je suis désolé, je n'ai pas voté pour elle. Pourquoi? Je ne la trouve pas assez féminine. Vous êtes d'accord sur le choix? Oui, je suis d'accord parce que les journalistes ont eu bon goût dans la mesure où ils ont choisi une comédienne qui a du caractère. Gioia Celli, vous êtes l'auteur du roman. Est-ce ainsi que vous voyez cette chère Élise? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que Agnès Petit est charmante mais un peu âgée pour le personnage. Par contre, elle a une très forte personnalité, elle a ce côté volontaire, décidé du personnage. Et je pense que tout compte fait, ce sera une très belle Élise. Agnès Petit, ainsi donc, vous allez être la chère Élise. Vous y aviez vraiment cru? Pas tellement, je commence à y croire un petit peu, mais je crois que j'y croirai mieux demain. Vous êtes quand même présentée. Oui. Il a bien fallu. Vous pensez être le personnage contestataire du livre? Contestataire sûrement. Du livre, je ne sais pas comment il est écrit, mais contestataire, moi, oui. Béatrice Cardon, pas trop déçue? Si, un peu, évidemment. Enfin, il faut avoir la foi dans ce métier. Sylvie Lafontaine, vous savez ce qui n'a pas joué en votre faveur? Oui, je l'ai appris avec un grand regret. C'est ma robe. On vous a reproché votre robe? On m'a reproché ma robe. On m'a reproché aussi de manquer d'audace. Votre robe, pourquoi l'avez-vous mise? Parce que je la trouvais audacieuse. Le personnage de la bourse aujourd'hui, François Morel. C'est morose, elle est maussade. Pourquoi? Parce que chacun reste sur la réserve, les investisseurs institutionnels et notamment les fameux SICAV n'interviennent pas. On dit que les SICAV qui disposent de très fortes liquidités à l'heure actuelle sont beaucoup plus empressés de placer leur argent sur le marché monétaire qui leur rapporte des taux d'intérêt assez élevés, plutôt qu'en bourse. Et puis il y a Wall Street. Wall Street a encore baissé hier. Vous savez que lorsque Wall Street tousse, les marchés financiers européens se trouvent enrhumés pratiquement aussitôt. Pourquoi Wall Street est-il préoccupé? Eh bien parce qu'on craint de plus en plus que les mesures anti-inflationnistes prises par le gouvernement américain ne se traduisent par une très nette récession de l'économie américaine. Bref, tous les marchés financiers à l'heure actuelle sont sur la réserve et nous allons le voir d'ailleurs à la Bourse de Paris. Vous voyez que les cours ont tendance à s'effriter. Évidemment, dans certains cas, cela ne va pas bien loin. Mais vous verrez que par moment, il y a tout de même quelques baisses sensibles. Une exception toutefois, Michelin qui est en progrès. La CGE perd 5 francs. Bull, qui était une valeur très entourée ces derniers temps, est obligé de subir aussi quelques prises de bénéfices. Thomson, c'est 2 francs 50. Les pétroles ont toujours quelques mal à maintenir leur position.
Suez est en perte, Rhône-Poulenc également. Citroën, dont on vous a parlé de la nouvelle voiture, eh bien Citroën est obligé de céder aussi un très léger terrain. Malheureusement, le cutter est placé devant certains cours et nous ne voyons plus rien. La Nationale d'investissement, 2 francs de moins, achète en léger progrès. Vous savez, les progrès sont très rares. Voici encore quelques baisses significatives. L'ASFEC, moins 44 francs, ce qui est tout de même un recul assez sensible. La Chierce, valeur métallurgique, qui avait beaucoup monté ces jours passés, subit aussi quelques prises de bénéfices. Roussel-Uclaf, laboratoire pharmaceutique, est obligé de céder du terrain. Schneider, ça vous le savez, les cours varient sur cette valeur selon qu'il y a de bonnes ou de mauvaises nouvelles concernant sa filiale Jeumont Schneider et un éventuel regroupement. Si nous passons à un autre tableau, nous voyons encore des baisses, toujours des baisses. Même de Nanorest, holding métallurgique, est obligé de céder du terrain. Les Galeries Lafayette sont en baisse également. Voici encore quelques valeurs. L'Européenne de brasserie se reprend, mais Cofimer, La Redoute, Comptoir des entrepreneurs et Auxiliaire navigation perdent du terrain. Encore des valeurs qui s'effritent. Vous avez tout de même une valeur en hausse, c'est la radiotechnique, qui prend 6 francs. Il faut dire que les dirigeants de la radiotechnique ont tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle ils ont annoncé un chiffre d'affaires en très forte progression et des résultats en sensible augmentation. Du côté des étrangères, la General Motors ainsi que la plupart des titres américains sont en repli puisque Wall Street a perdu du terrain hier. En revanche, les Allemandes qui avaient notamment fléchi à la suite du relèvement du taux de l'escompte en Allemagne, eh bien, les Allemandes sont tout de même ressaisies, à part Höchst qui fait exception. En ce qui concerne l'or, l'or a toujours un marché quelconque. Le lingot se contente de reproduire le cours d'hier. Le Napoléon est en recul de 50 centimes. Et je vous signale également que la rente Pinet, qui est indexée, vous le savez, sur le Napoléon, eh bien, la rente Pinet a fléchi. Voici quelques cours concernant les mines d'or. Il y a, disons, un regain d'activité sur ces mines d'or, puisque les États-Unis accusent à l'heure actuelle l'Afrique du Sud de vouloir attaquer le dollar à nouveau. Alors certains jouent une fois de plus les mines d'or, mais sans plus. Vous voyez le cours du Pinet, 154,70, alors que hier nous étions à 156,20. C'était la Bourse de Paris. À vous, Cognac G. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Télémidi est terminé. Bonne journée, à demain.